Chapitre 39. Combien de temps demeura-t-elle dans cet état de sommeil semi-comateux, effondrée sur ce lit comme une poupée dont on aurait tranché les fils? Elle l'ignorait. C'est un grattement qui l'attira des ténèbres dans lesquelles elle évoluait, des ténèbres que traversaient par flash les visages de Marius, d'Héléna, de son père et de Jorg. Alors qu'elle reprenait pied avec la réalité, elle crut d'abord que ce son n'avait été qu'une projection de son esprit confus, mais il se répéta. Rassemblant les morceaux éparpillés de sa conscience, elle se concentra pour essayer d'en définir la provenance et arriver à une seule conclusion: la porte. À peine se tournait-elle vers l'entrée qu'une voix filtrait à travers le panneau de métal. « Mierdat, vous êtes là ?» Cette voix était étrange, déformée par l'alliage entre le grognement et la parole articulée, mais malgré toutes ces altérations, il lui sembla reconnaître. Un espoir fou, trop fou pour qu'elle veuille encore le croire, vacillant au bord de sa conscience, elle s'exclama: « Marius ?» Jamais seconde ne lui avait paru si longue. « Oui, c'est moi. » répondit l'étonnant grondement qui, tout en étant différent, possédait les intonations du commissaire. Dieu soit loué. Il demeura muet quelques instants alors qu'elle attendait, le cœur battant. Il était vivant. Il était vivant et elle allait le retrouver. Elle constatait que cela seul avait pour elle de l'importance. Tout le reste passait à l'arrière-plan. « Bon, va falloir que je vous sorte d'ici. Je n'ai ni le code ni la clé de cette foutue porte. » Un silence à nouveau, puis, alors qu'elle sentait son cœur battre dans sa poitrine, avec une telle force qu'il en devenait douloureux, « Eh bien, on va y aller à l'ancienne. » Mierdat ignorait ce que « à l'ancienne » voulait dire. Elle allait l'interroger à ce sujet quand elle entendit de l'autre côté un grognement profond, puis un bruit de métal torturé montant du lourd panneau de plus en plus fort. Elle devinait la terrible tension qui semblait soudain s'exercer sur le ventail. C'était impossible. Personne à part Jorg ou un mécanomate n'aurait pu. Deux claquements sourds, ce qu'auraient produit des rivets d'acier se brisant, puis la dalle d'alliage qui glissait de côté, agrippée par deux mains énormes, bien trop énormes. Marius entra. Mierdat retint un frisson devant cette formidable apparition, tout droit sortie de quelque rêve trouble et plus ou moins cauchemardesque. Un colosse se tenait devant elle, qui devait dépasser les 2 mètres et dut se plier pour entrer dans la pièce. Un colosse en haillons déchiré, tout en muscles et en nerfs, qu'on devinait capable de casser un homme en deux sans effort, ou une porte de métal, et de la déplacer sans même transpirer. Un colosse aux jambes curieusement articulées et dont les pieds ressemblaient à des pattes. Quant au visage, c'était bien Marius, elle reconnaissait ses yeux vert émeraude, qui semblaient briller de leur propre lueur comme ceux des chats, et pour cause. Ses traits étaient un subtil mélange entre ceux d'un félin et d'un homme, jusqu'à ce nez, ses oreilles pointues et ses interminables fibrilles. Même son sourire, quand il la découvrit, dévoila de fines dents acérées comme celles des félins. Non, pas un chat, rectifia-t-elle, contemplant cette silhouette puissante, et jusqu'à cette longue queue qui s'agitait derrière lui, ce visage à la fois inquiétant et attirant, parce qu'il le mettait en dehors de l'humanité, bestialité et sensualité mêlées. Un tigre dont les pupilles émeraudes se réchauffaient de la retrouver. Vous êtes, murmura-t-elle, incapable de plus. « Irrésistible, avouez. » ronronna-t-il avec une voix de gorge, celle qu'aurait pu posséder un chat de plus de 2 mètres de haut. Elle éclata de rire, des larmes coulèrent de ses yeux, alors qu'elle posait sa main sur le lit pour se rattraper. Il fut là en une seconde, la soutenant et la serrant contre lui. « Ça va aller. » ronronna-t-il encore alors qu'elle tremblait un peu, tentait d'apaiser les battements de son cœur et sa respiration. Elle ressentit un bien-être profond et un réconfort intense à se blottir contre cette poitrine musculeuse, cet être hybride entre l'homme et le fauve, qui la tenait contre lui pour la protéger du reste du monde. « Tu es folle », songea-t-elle alors qu'elle étreignait le tigre-garou comme elle se serait raccrochée à une bouée de sauvetage. Tel était donc le secret de Marius. Elle comprenait maintenant pourquoi il paraissait savoir les choses avant les autres et les raisons de sa rapidité et de sa force. Comment il avait mis Marcel dans cet état. Un tigre-garou. Cela aurait pu l'effrayer, la terrifier, mais bien au contraire, elle se sentait à cet instant contre cet être qui aurait donné des cauchemars à la plupart des gens en sécurité. Son tigre-garou.
Elle s'écarta de lui et, le visage à quelques centimètres du sien, contemplant ses traits à mi-chemin de l'homme et du félin avec fascination, demanda « Vous êtes un... » Un mutant, ouais. répondit Marius sur la défensive. Ça vous pose un problème? Non, murmura-t-elle avec un sourire en relevant son air bougon. Mais comment? Je veux dire... Je suis entré par les filtres de la Seine quand j'étais enfant. Nous étions plusieurs. J'ai été le seul à m'en sortir. Parce que j'avais, moi, des réflexes et une force plus grande que les leurs. Il y avait dans le regard vert étincelant de Marius une amertume et une douleur vivace. Myrdate devinait qu'il avait laissé plus que des compagnons dans cette tentative, des amis proches, de la famille peut-être, une blessure qui saignait encore. Elle comprenait maintenant son attitude envers les Lycaniens. Entré dans la société cristallopolitaine, devenu membre des forces de l'ordre, il avait gardé le souvenir de ses origines et des épreuves qu'il avait traversées pour arriver ici, lui qui passait son temps à dissimuler sa nature. Il était un des meilleurs éléments de la Crispole, et ce n'était guère étonnant, vu ses aptitudes physiques, même sous forme humaine. Mon tigre du Cheshire, songea-t-elle un instant avec une pointe d'amusement, en se demandant qu'est-ce qui l'autorisait à employer le possessif. C'était à Marius de s'exclamer en s'écartant un peu d'elle pour l'observer. Eh bien, ils vous ont salement arrangé. Myrdate, soudain consciente qu'il la découvrait diminuée, réduite à l'état de loque, de pauvre infirme, de poupée brisée et démembrée, un rebut, sentit une honte ardente se répandre en elle. Elle aurait voulu disparaître sous terre, cacher son corps ravagé à son regard, ne pas se montrer ainsi. « Je... » hoqueta-t-elle, honteuse en se détournant alors que les larmes montaient à ses yeux. La voix de Marius, ce ronronnement apaisant, s'éleva à côté d'elle. Eh, calmez-vous, tout va bien. Je vous ai retrouvé maintenant. On va sortir d'ici. Il faut qu'on prévienne les oligarques de la situation. Et c'est urgent, très urgent, insista-t-elle. Très urgent? Pourquoi? Myrdate se mordit les lèvres. Il n'avait pas le temps, pas avec cette porte ouverte que n'importe qui pouvait remarquer. Vous vous rappelez cette créature qui a tué Célestine? Comment oublier? Répondit le tigre-garou avec une grimace qui, sur ses traits à moitié félins, dévoilant ses longues dents blanches, faisait un effet. C'est un archange. Un archange? Alors Gustave avait raison? Marius éclata d'un étrange rire de gorge. C'est pas tout à fait comme ça que je les imaginais. Myrdate balaya ses paroles d'un geste. Je n'ai pas le temps de vous expliquer, mais Yorg et l'Église veulent installer au sommet de la tour Eiffel un émetteur pour en appeler des centaines, des milliers. Quoi? Exclama Marius, les yeux perdus dans une abominable vision. Des milliers? Ils sont malades. Vous avez vu ce qu'un seul a déjà fait? Vous imaginez ce que... Myrdate hocha la tête. Oui, elle imaginait parfaitement. Un carnage. Murmura Marius qui se ressaisit aussitôt. Dans le message qu'il m'a laissé, avança Myrdate songeuse, mon père dit qu'il allait remettre ses preuves à un de ses amis, le baron Victor de Noirétable. Je vois qui c'est. Répondit Marius en plissant les yeux, ce qui conférait à son visage, pour moitié félin, une expression farouche. Il lui faisait confiance? Je crois, Bien. acquiesça Marius. Allons le trouver et tout lui déballer. Il diligentera une enquête, et si les forces cristallopolitaines déboulent ici... La réalité de sa condition s'abattit sur les épaules de Myrdate. Partez sans moi, vous aurez plus de chance. Comme il la fixait, avec incompréhension, elle s'exclama. Regardez-moi, je ne suis qu'un fardeau, je vous ralentirai, je ne suis plus bonne à rien. Il lui sourit de son sourire tout en dents étincelantes. Ça, votre sainteté, c'est hors de question. Vous êtes idiot ou quoi? Vous n'allez pas me porter à travers la moitié de Néo-Lutétia, si tant est que déjà vous parveniez à sortir d'ici. Il n'y a pas de magasin de pièces détachées dans le coin? Myrdate allait encore protester quand on lui revint en mémoire la salle qu'elle avait dépassée avec ses gardiens. Cette salle où s'alignaient, en une étrange farandole, les membres lycanomatiques. Si, je suis passé devant un laboratoire tout à l'heure. Je pense que c'est là qu'ils fabriquent et stockent nos améliorations. À peine n'avait-elle prononcé ces mots que Marius l'enroulait dans un de ses bras, sa main immense calée sous ses fesses, la soulevait pour la porter contre sa poitrine et annonçait « Eh bien, votre sainteté, accrochez-vous, on y va !» Sans lui laisser le temps de protester, il jaillit dans le couloir, et après qu'elle lui eut désigné la gauche, fila vers l'atelier.